François Vauquelin, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Alors, vous n'échappez pas évidemment à la question du jour pour tous les élus locaux. Conseil interministériel sur les punaises de lit. Alors, est-ce que c'est une psychose ou est-ce que dans le 11e arrondissement, c'est un souci ? C'est toujours un souci parce que malheureusement, personne n'est épargné. Personne géographiquement, mais aussi dans toutes les catégories sociales. C'est un coup de malchance, quoi, quand ça C'est un arrive. coup de malchance quand ça arrive. On en parle beaucoup en ce moment. En revanche, je ne vois pas sur le terrain d'augmentation par rapport au bruit de fond qui a toujours existé à Paris comme dans toutes les grandes villes du monde. Est-ce qu'on n'a pas un peu créé, non pas une psychose, mais un saisissement de l'opinion pour que les gens s'y collent et qu'on s'en débarrasse ? Absolument, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour arriver à s'en débarrasser, notamment aider les plus précaires qui n'ont pas les moyens, ça coûte cher de se débarrasser. Au moins des 1000 punaises de euros, lit. un vrai C'est traitement ça. de fond. C'est l'ordre de grandeur. Et donc, certains foyers qui n'ont pas les moyens de payer ça restent pendant trop longtemps avec et du coup favorisent la diffusion. Il est important d'avoir cette solidarité. Et pour Paris, être prêt pour les Jeux avec une ville accueillante sans mauvaise réputation. Exactement. Alors, on vous entend sur Radio J depuis quelques jours dire bonne année à la communauté. Pourquoi avez-vous souhaité adresser un message spécifique à la communauté ? Écoutez, la communauté juive dans le 11e est très importante. Elle est irremplaçable comme elle l'est à Paris et en France en général. C'est une brique essentielle de notre puzzle social. Et il m'a semblé important d'avoir cette démarche d'ouverture, de tendre la main, de solidarité, d'expression du message important qui est de dire vous faites partie de la France, vous êtes la France, assumez toutes vos responsabilités, assumons-les ensemble pour faire en sorte que vivre ensemble soit un petit peu plus agréable. Vous sentez un doute, une inquiétude, une angoisse, des envies de partir ? Je sens des tensions comme il y en a toujours. Nous avons été frappés dans le 11e, mais au-delà par plusieurs actes antisémites. Sarah Halimi, Mireille Knoll, c'était dans le 11e, les Bien attentats sûr. de novembre 2015. Exactement, là vous évoquez les drames les plus tragiques. Il y a comme partout aussi des propos, parfois des graffitis, etc. Nous nous employons à les retirer évidemment dès qu'ils arrivent. Toutefois, ils trahissent un état d'esprit de certaines personnes. Et donc, il m'a semblé important de tendre la main pour montrer à tout le monde que la communauté juive, c'est la France. Et comment fait-on au quotidien quand on est un maire pour assurer ce vivre ensemble d'un arrondissement de quoi ? De 150 000 habitants ? Oui, c'est cela. Écoutez, c'est une question que je pose souvent aux enfants des écoles quand ils viennent visiter la mairie. À quoi ça sert un maire ? Alors, en général, ils voient l'écharpe bleu, blanc, rouge, ils disent ça sert à faire les mariages parce que ça, ils le voient à la télé. Ouais. Par contre, moi, je résume pour leur expliquer ce que c'est vraiment faire vivre le mieux possible tout le monde ensemble. On est dans une ville qui est dense, qui est très diverse. Le 11e, c'est l'image même de la diversité. Et ma première des préoccupations, c'est de faire vivre le mieux possible, vivre bien tout le monde ensemble. C'est pas évident. Chacun a des aspirations différentes, des idées différentes, et c'est normal. Par contre, il faut arriver à concilier tout ça pour faire en sorte que la vie soit agréable et qu'on voit dans la différence de l'autre une richesse plutôt qu'un problème. Et devant votre mairie, il y a la statue de Léon Blum. Absolument. Que vous dit-il, Léon Blum, quand vous allez au bureau le matin ? Il me dit beaucoup de choses. C'est vraiment un personnage assez incroyable qui reste, je trouve, méconnu dans notre histoire collective. Évidemment, on connaît l'homme d'État, on connaît moins l'homme cultivé, l'homme de grande culture. On connaît quasiment pas le juriste. C'était un juriste au Conseil d'État tout à fait exceptionnel. Ça a été quelqu'un d'aussi mondain à Paris. Un grand critique théâtre, exactement, un écrivain. Exactement. Et c'est dans chacune de ses facettes, il était assez exceptionnel. Et je trouve que Léon Blum, on résume souvent au Front populaire. On le résume souvent aussi aux injures, aux insultes qu'il a dû essuyer, notamment dans la fin de sa vie, où il a été quand même traîné dans la boue, notamment par les antisémites. Et je pense que c'est une de nos grandes personnalités qu'il faut mieux connaître et réhabiliter. Alors, le Paris du 11e arrondissement, c'est aussi le Paris des faubourgs, des grands faubourgs populaires, le faubourg Saint-Antoine, Popincourt. C'est une mémoire de colère populaire aussi. Elle demeure, cette culture ? Ah, cette culture, quand vous regardez les parcours des manifestations, vous voyez tout de suite qu'elle demeure. On vient chez vous, mais la Voilà. population, elle garde une capacité d'ébullition ? Ah écoutez, la Révolution française est née dans le faubourg Saint-Antoine et je sens, dès qu'il y a
un petit pet de travers, si vous me passez l'expression, les gens toujours prêts à réagir, à agir, à défendre. Et c'est une chose importante. Je trouve que c'est bien d'avoir une population qui est réactive plutôt que des gens qui laisseraient faire. Et c'est aussi le signe d'une chose, c'est que les valeurs sont profondément ancrées. Et ça, c'est quelque chose de positif. Cette histoire des faubourgs, c'est aussi l'histoire de l'artisanat. Ça, je voudrais en dire le meuble notamment. Et oui, parce que on a trop souvent l'impression que cette histoire a disparu de Paris, elle est encore présente. Nous avons dans la cité des Taillandiers ouvert tout récemment 25 ateliers d'artisans. Ça vient compléter la cour de l'industrie où nous avons installé 55 artisans et il y a en plus dans le diffus, donc tout ça c'est le Faubourg Saint-Antoine, il y a en plus dans le diffus tout un tissu artisanal que je m'attache vraiment à faire vivre parce que cette diversité, c'est aussi la diversité des activités économiques. Une ville pour qu'elle fonctionne, il faut que les activités économiques, le logement, les loisirs, pas que du bureau de tertiaire. Soient pas trop loin. Voilà, exactement. Mais sans votre aide, ça serait plus possible vu le prix du mètre carré. Ça doit être une action publique. Oui, il faut le soutien de la puissance publique parce que, à part quelques artisans de luxe qui sont très pointus, qui existent aussi, y compris dans ce quartier, les autres n'y arrivent pas. Et c'est vraiment une détermination, une volonté politique que de pouvoir garder cette mémoire, cette tradition artisanale de Paris. L'inquiétude majeure des habitants du 11e, c'est un peu comme ailleurs, le loyer, le logement, se loger à un prix acceptable ? Évidemment, le montant des loyers atteint des sommets. Heureusement, la ville a encadré les loyers. Ça marche, dit la Fondation Abbé Pierre. Ça commence à produire ses effets, exactement. C'est de toute façon une action de long terme. C'est-à-dire que, étant donné le taux de rotation des logements, étant donné aussi l'évolution du marché du logement, je pense que dans les mois et les années qui viennent, alors que le prix des logements est en train de commencer à baisser, ce même mouvement devrait s'accompagner sur les loyers, je l'espère en tout cas. Et était-ce le bon moment pour augmenter la taxe foncière comme elle l'a été, soulevant la polémique Alors là, écoutez, il faut regarder la situation comme elle est. Le gouvernement, même les gouvernements successifs ont supprimé tous les leviers fiscaux des collectivités locales, il ne reste que celui-ci. Donc oui, on peut dire c'est injuste puisqu'il ne concerne que 30% des propriétaires à Paris, mais nous n'avons plus d'autres leviers. Or, quand vous supprimez la dotation, Paris n'a plus de dotation de l'État. d'habitation. Oui, les dotations, oui. L'État vient compenser. Normalement, quand les impôts sont supprimés par l'État, il vient compenser. Il dit on compense à l'euro près. Cette année, Paris a touché 0 € de l'État. C'est, je pense, la seule collectivité de France qui est dans cette situation. Donc, vous supprimez cette dotation de l'État, vous augmentez les péréquations, c'est-à-dire la solidarité de Paris avec les autres communes de France qui sont moins à l'aise. Le résultat, c'est qu'il y a évidemment une tension qui est devenue insupportable sur le budget et qui doit se traduire par une hausse des recettes. Nous n'avons pas d'autre levier, c'est celui qui a été activé. L'enjeu aussi du logement à Paris et dans les grandes villes, c'est la rénovation thermique. On ne pourra plus louer ces logements. Les propriétaires de logements F et G doivent faire ces travaux. Êtes-vous favorable à un report du calendrier ? À un étalement. Écoutez, c'est comme le changement climatique, les taxes sur le pétrole, etc. Évidemment, c'est douloureux quand ça arrive. Mais il faut voir la situation en face. Si nous passons notre temps, année après année, à l'arrivée de chaque échéance, à reculer ces échéances-là, ça ne peut pas aller. Aujourd'hui, cette disposition, je trouve, est une bonne disposition parce qu'elle incite très fortement les propriétaires à engager des travaux qui sont devenus absolument nécessaires. Ils sont rentables sur le très long terme, pas sur le long ou le moyen terme. Il est nécessaire d'avoir ce type de levier pour accélérer la transition. Et est-ce que la mairie doit aider, si ce n'est financièrement, du moins en mobilisant des entrepreneurs, parce qu'il va falloir les trouver, les entreprises de BTP pour rénover? Oui, il faut les trouver. Il y a l'Agence parisienne du climat qui est là pour accompagner les Parisiennes et les Parisiens qui s'engagent dans ce type de démarche, pour les aider à faire des diagnostics, à trouver des entrepreneurs qui sont labellisés. Par ailleurs, la ville elle-même a un patrimoine qui est important à travers le logement social, qui est engagé à un rythme jamais atteint encore aujourd'hui dans la rénovation énergétique. Alors on est à mi-mandat de ce mandat commencé en 2020, même si pour la gauche à Paris, c'est une ancienneté plus longue. Bilan pour les Parisiens, des travaux. Je caricature un peu. À peine. Voilà. À peine. Non, nous avons essayé de rationaliser ces travaux, de les organiser mieux avec la démarche qu'on a appelée embellir votre quartier, qui vise à dire on va choisir un quartier, on le traite une année et après on n'y touche plus pendant la mandature. Nous avons commencé dans le 11e arrondissement par
le quartier République Saint-Ambroise. Nous continuons en ce moment par Belleville-Saint-Maur et on va continuer avec Léon Blum Folie-Regnault. C'est une démarche qui permet de mettre autour de la table tous les acteurs des travaux, et à Paris, la majorité des travaux n'est pas du fait de la ville, elle en fait beaucoup, mais ce n'est pas que la ville, c'est aussi tous les gestionnaires de réseau. Oui, souvent on voit des trous dans la chaussée, on croit que c'est la mairie, c'est pas vous. C'est ça, c'est pas toujours nous, des fois c'est nous, mais pas toujours. Quand c'est le gaz, quand c'est l'électricité, quand c'est les réseaux de communication, les égouts, etc., ce sont évidemment des travaux qui sont nécessaires pour que la ville puisse fonctionner, et voilà, nous avons essayé de les organiser ainsi, et ce qui nous permet de développer nos projets de pistes cyclables, de végétalisation. Nous avons fait depuis le début de cette mandature dans le 11e, par exemple, la mise en piste cyclable de l'ensemble de l'avenue de la République. Nous avons terminé le faubourg Saint-Antoine, et puis nous allons continuer avec des vélorues. L'avenue Parmentier est en cours d'ailleurs. Et on manquera toujours d'espace vert dans le 11e comme ailleurs. Oui, nous sommes l'arrondissement le plus dense de Paris. Et ça, je n'ai pas de baguette magique pour d'un seul coup, pouf, faire disparaître un îlot et puis mettre un espace vert. Même s'il nous est arrivé de le faire quand c'était possible. En face de l'église Saint-Ambroise, nous avons créé le jardin Truyot. Et nous avons d'autres pistes pour le faire, notamment vous avez une grande coulée verte à l'emplacement des canaux, donc boulevard Jules Ferry et Richard Lenoir. Il y a un potentiel de végétalisation très important pour gagner de l'espace végétal sur quasiment un demi-hectare pour un premier projet sur le boulevard Jules Ferry. Eh bien, nous allons continuer la végétalisation et nous plantons des arbres partout où c'est possible. Nous l'avons fait rue de la Fontaine au Roi, rue des Trois Bornes, etc. Et nous allons continuer. Dès qu'il n'y a pas de réseau, eh bien on fait un trou, on plante un arbre. Alors l'événement de cette mi-mandat, ça sera chez vous. Ça sera l'Atelier des Lumières, un événement immersif. On va rentrer dans ce que serait Paris en 2034, sans toutes ces actions, notamment ces actions pour l'écologie. Votre idée, c'est quoi? C'est de dire aux Parisiens, regardez, la droite, elle vous aurait emmené en enfer. Bon, écoutez, c'est votre interprétation, elle ne me déplaît pas, mais d'autant que cette description, vous voyez, ça me fait un petit peu flipper, étant donné que c'est moi qui vais accueillir comme maire de l'arrondissement, et évidemment accueillir en montrant la situation que serait la ville si nous n'agissions pas avec cette détermination. Ça va faire polémique, vous le savez. Ça inquiète. Je ne sais pas si ça va faire polémique. Rester les bras croisés aujourd'hui, est-ce que c'est une option ? Regardez les jeunes qui se mobilisent contre le changement climatique. Est-ce qu'on peut rester les bras croisés en leur disant écoutez, attendez d'être grand et puis de décider? Il faut agir dès maintenant. Nous voyons bien que les objectifs que nous étions fixés il y a quelques années seulement au niveau international avec les 1,5 degrés pendant la conférence de Paris pour le climat, ils sont en passe d'être atteints et dépassés autour des années 2035, nous disent les climatologues aujourd'hui. Ça veut dire que donc il fallait agir vite et fort. Exactement. Et nous voulons le démontrer avec le travail que nous faisons à Paris, qui permet de réduire un petit peu la place de la voiture et surtout d'augmenter la végétalisation et d'améliorer l'isolation des logements. Il y a un sujet dont on parle jamais, mais c'est un tiers des émissions des Parisiens, c'est l'alimentation. Et là-dessus, il y a tout un travail qui est engagé. Nous commençons avec les caisses des écoles, c'est-à-dire les cantines scolaires, pour faire des circuits courts, du bio. Nous allons ouvrir une halle alimentaire bio à Belleville, qui est le cœur du quartier populaire du 11e, justement pour permettre à chacun d'accéder à une alimentation de qualité et de proximité. Alors Anne Hidalgo va en profiter pour commencer à dessiner un horizon Paris 2030. Elle est donc candidate pour un mandat supplémentaire. Alors ça, vous lui poserez la question. Je pense que ce ne serait pas la plus mauvaise des nouvelles, mais posez-lui la question. Vous pensez que l'alliance municipale pourra être conduite de la même manière en 2026-2030 ou ça ne sera pas possible? C'est tendu quand même, la NUPES. Quand on voit... la NUPES n'est pas l'alliance municipale. Non, mais... Il ne vous aura pas échappé qu'aux élections sénatoriales, c'est l'alliance municipale qui a prévalu et qui a eu un succès évident, puisque nous avons gagné un siège en ayant 8 sénateurs à Paris. Et donc, c'est une forme de validation politique de cette démarche. Eh bien, François Vaugelin, nous irons dans le 11e. C'est un arrondissement magnifique. Merci et bonne journée. Lundi 19h. Merci beaucoup Christophe Barbier. Eh bien, on se retrouvera dès lundi sur Radio J. Radio J. Retrouvez le